Dans The Boys, il y a deux types de scènes. Les scènes avec les boys, qui vivent leurs petites aventures plus ou moins palpitantes. Et puis, il y a les scènes avec Homelander. Et là, en général, c'est le moment où on se redresse dans le fauteuil et où on commence à suer. Parce que quand Homelander débarque, tout peut arriver. Homelander, c'est sans conteste le plus grand atout de The Boys, de très très loin. Pour moi, il porte carrément la série à bout de bras, et on peut même dire que c'est l'un des meilleurs antagonistes de ces dernières années. Et si le personnage est aussi marquant, bah déjà évidemment c'est grâce au jeu d'Anthony Starr, le mec est juste trop fort, à la fois terrifiant et plutôt hilarant. Mais si Anthony Starr peut nous livrer une performance de fou, bah c'est parce que l'écriture de son personnage le lui permet. Alors, comment on fait pour écrire un antagoniste aussi captivant que Homelander ? Première étape, c'est simple. Vous prenez Superman, vous en faites un méchant, du genre sociopathe, narcissique, et pourquoi pas avec un complexe de dieu. No. No God. The only man in the sky is me. Directement, ça pose des enjeux de fou. Comment les héros vont faire pour vaincre un antagoniste aussi puissant ? Ça paraît impossible. Le défi est gigantesque, et donc hyper accrocheur. En plus, un Superman en antagoniste, ça veut dire que tout le monde est à sa merci. Le personnage est juste trop puissant. I'm the Homelander. And I can do whatever the fuck I want. Si l'envie lui prend de faire quelque chose d'horrible, bah personne n'est capable de l'arrêter, du moins physiquement. Donc à chaque fois que Homelander apparaît dans une scène, on a peur pour les personnages autour de lui. Et rien que ça suffit à mettre une tension de fou à l'écran. Oh. Where's Barbara? Bon, je sais ce que vous allez dire. Être un antagoniste surpuissant, c'est pas spécifique à Homelander. Et c'est pas spécialement original non plus. C'est vrai que le trope du Superman maléfique, on le voit beaucoup ces derniers temps. Mais si ce trope est aussi populaire, bah c'est parce qu'il marche vraiment trop bien. Avoir un héros trop fort, c'est pas très intéressant, tout est trop facile pour lui, et donc ça diminue les enjeux. Mais avoir un antagoniste si puissant qu'il n'a parfois aucune faiblesse connue, là, on tient quelque chose. Maintenant, des auteurs peuvent tout à fait utiliser un même trope et l'interpréter de façon très différente, ce qui donnera des histoires qui n'ont rien à voir. Ok, on va prendre l'exemple d'Invincible. We need to talk. Le plus intéressant dans la série Invincible, c'est pas que Omni-Man est un méchant Superman sous couverture qui veut conquérir le monde. Non, c'est surtout qu'il est le père du héros, Mark, qu'on peut aussi appeler... Donc rien qu'avec cette idée, il y a un potentiel émotionnel très fort. No, this doesn't make any sense. You love me. You love Mom. I know you do. Mais il y a aussi un enjeu narratif évident. Mark, grâce à ses gènes, est la seule personne qui pourrait potentiellement vaincre Omni-Man. Donc il y a énormément d'attentes, de tensions et d'enjeux autour de cet affrontement. So be it. Et Mark se fait démonter. Il y a même pas match. Il se fait littéralement casser la gueule. Please. J'ai rarement vu un héros autant se faire massacrer. Et finalement, ce qui arrête Omni-Man, c'est pas une ruse, c'est pas un adversaire plus fort que lui, mais c'est simplement qu'il finit par réaliser que la vie de son fils est plus importante pour lui que la réussite de sa mission. Dans Invincible, le trope du Superman maléfique est utilisé comme prétexte pour proposer un affrontement père-fils fort en enjeu et en émotion. Et surtout en réflexion. Ok, fin de la parenthèse Invincible. Donc chaque Superman maléfique a ses propres particularités et va apporter quelque chose de différent à son histoire. Homelander, contrairement à Omni-Man, n'est pas vraiment dans l'émotion. Lui, son truc, c'est plutôt la tension. Et la tension dans ces scènes, elle n'est pas seulement due au fait que Homelander est le plus fort de son univers et qu'il peut massacrer absolument qui il veut quand il le veut. Non, en fait, elle est surtout due au fait qu'on ignore s'il va oui ou non le faire. Ok, est-ce que vous saviez que, en fait, Homelander n'utilise pas si souvent que ça la violence physique ? Ouais. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est statistiquement vérifiable. Par exemple, dans la première saison, Homelander apparaît dans 36 scènes, et il utilise la violence physique dans seulement 6 d'entre elles, dont 3 contre des criminels. You boys okay?
c'est pas si énorme que ça pour un antagoniste. Et si vous vous dites que c'est parce que c'était la saison 1 et qu'il lui fallait le temps de se chauffer, bah dans la saison 2, pour les 43 scènes où il apparaît, il est violent dans seulement 6 d'entre elles. Et dans les saisons 3 et 4, j'en sais rien, j'ai eu la flemme de tout compter. Mais j'imagine que les résultats sont pas très différents. L'important à relever, c'est que finalement, Homelander n'est pas si sanguinaire que ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement. Si le mec passait son temps à tuer chaque personne qui le contrariait, ok, ça serait choquant et gore, tout ça, mais ça serait vite redondant. Et surtout, prévisible. Alors que justement, ce qui rend Homelander captivant et terrifiant, c'est qu'il est parfaitement imprévisible. C'est l'incertitude qui amène de la tension. Quand Homelander est là, on retient notre respiration parce qu'on ignore ce qu'il va faire. On se demande, est-ce qu'il va faire quelque chose d'horrible? Et comme on n'est pas dans la tête de Homelander, eh ben on n'en sait rien. Du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de deviner ce qu'il va faire, de déchiffrer ses intentions. Et c'est pour ça qu'on est autant suspendu au jeu d'Anthony Starr, et à ces petites mimiques là. On essaye de deviner sa prochaine action. Donc maintenant, la question c'est comment font les scénaristes pour créer un maximum d'incertitude avec Homelander? You're a writer, you don't get paid shit. J'ai relevé 5 éléments. D'abord, il y a la mise en place. Dès le premier épisode de la série, les scénaristes font comprendre aux spectateurs qui est véritablement Homelander. Ils auraient pu faire durer le suspense plus longtemps, conserver l'image du super-héros modèle pendant quelques épisodes, voire même toute la saison, avant de faire un plot twist. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est que les spectateurs sachent de quoi est capable Homelander. Ils doivent savoir qu'il est capable de recommencer à tout moment. Comme ça, dès le deuxième épisode, les spectateurs sont déjà dans l'attente et dans la peur de ce que pourrait éventuellement faire Homelander. Et ça a bien plus de valeur qu'un vieux plot twist. Deuxième élément, camoufler les intentions du personnage. Vous vous souvenez sûrement de la scène où Ashley présente à Homelander ce nouveau membre potentiel des 7. Blind spot, right? A differently abled member of the Seven. Ce qui est intéressant ici, c'est la réaction d'Homelander. And you, my friend, are a true hero. Not because of what you do for a job, but well, because of what you've overcome. Thank you. Et ça serait presque touchant si on connaissait pas déjà Homelander. What happens if, I don't know, I do this? Homelander n'annonce pas ce qu'il va faire. Il agit de manière soudaine, et c'est seulement ensuite qu'il affiche son mépris. And now you're just another useless fucking blind guy. This must be some kind of a joke. Jusqu'à la dernière seconde, le personnage camoufle ses véritables intentions derrière un sourire de façade. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Et Homelander fait souvent ça, donc difficile de savoir ce qu'il pense réellement. Et même si on se doute qu'il est de mauvaise humeur, on peut pas être certain de ses intentions. Est-ce qu'il va chercher à humilier? Est-ce qu'il va chercher à blesser? À tuer? Ou bien est-ce qu'au contraire, il va se montrer clément? Jusqu'au dernier moment, on n'en sait rien. Et même si au final, Homelander ne fait rien de violent, comme dans de nombreuses scènes, la tension provoquée par l'incertitude aura elle été bien réelle. Le troisième élément, c'est la menace fantôme. Bon, dans pas mal de scènes, Homelander ordonne à un autre personnage de faire quelque chose de terrible. Eat fucking Timothy. Jump. Kill him. Blow A-Train. What? Et tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas désobéir à Homelander. La menace est implicite. Donc déjà, niveau tension, on est pas mal. Le personnage victime est d'un coup placé dans un dilemme horrible, et on ignore ce qu'il va choisir. Parfois, si le personnage hésite un peu trop à son goût, Homelander va lui mettre un bon coup de pression en ajoutant une menace plus concrète. Not suggesting anymore. Jump. You kill him, or I'll fucking kill you both. Get in the oven, or your family goes in with you. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que, avec Homelander, on ne sait jamais quelle est la bonne façon de réagir. Le mec est plutôt compliqué. La plupart du temps, il vaut mieux faire ce qu'il demande, oui. Mais parfois, il vaut mieux désobéir, voire carrément lui tenir tête. You are not worthy of my respect. You are not a god. You are simply bad product. Le quatrième élément, c'est la stupidité. Homelander a beau être le plus fort de son univers, il n'en est pas le plus intelligent. Loin de là. You'll have to arrest half your company, half the country. Wait, you think I didn't think of that? Of course I thought of that.
Cette faiblesse ajoute un côté comique au personnage, voire même pathétique, et elle l'oblige à s'entourer d'alliés bien plus malins que lui, ce qui donne des dynamiques intéressantes entre les persos. Mais surtout, ce manque d'intelligence rend Homelander encore plus imprévisible, parce que ça veut dire que le personnage fait plein d'erreurs. Terrific! So what, they're all starving, but one of them's got a fucking cell phone? Homelander est loin d'être un génie du mal qui serait tout le temps dans le calcul. Au contraire, à plusieurs reprises, il agit clairement sous le coup de l'émotion, sans prendre le temps de bien apprécier la situation. Et ce manque de discernement rend ses actions difficiles à anticiper pour les spectateurs. Fine, you don't want to do it. I'll do it. Victoria here is a superhero. En d'autres termes, rien n'est plus imprévisible qu'un abruti. I'm not literally a Et enfin, le dernier élément, et le plus important, celui qui permet de maximiser l'incertitude dans la plupart des scènes de Homelander, c'est son besoin d'amour. Ok, petite parenthèse. Est-ce que vous savez pourquoi dans Game of Thrones, Joffrey était un antagoniste bien plus intéressant que Ramsay, alors que, en soi, les deux avaient un peu le même profil de gros sadique? Le truc, c'est que Ramsay devait rendre de compte à personne. Il pouvait commettre toutes les horreurs qu'il voulait. Alors que Joffrey, il était roi. Et donc, il avait un rôle public à tenir. Il avait des responsabilités. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. En théorie. Sir Ilyn, bring me his head. Mais nous, spectateurs, on ne savait pas dans quelle scène Joffrey allait faire des dingueries et dans quelle scène il allait prendre sur lui. On était dans l'incertitude. Et comme je vous ai dit, c'est l'incertitude qui amène la tension. What did you say? Un mec qui fait tout le temps des trucs horribles, bah il est prévisible, et donc beaucoup moins captivant. Homelander, il est un peu comme Joffrey, il a souvent des pulsions de violence, mais il a une très bonne raison de ne pas y céder. Et cette très bonne raison, c'est qu'il veut être aimé. Ok, Homelander a grandi dans des conditions horribles. Sans amour, sans père, sans mère, et probablement sans les maternelles. Il a grandi comme un rat de laboratoire, et il a été manipulé pour développer un énorme besoin d'amour. Et ce besoin d'amour, c'est pas juste un moyen facile d'humaniser le personnage, c'est surtout un moyen de le placer dans un combat interne permanent. Homelander tient absolument à garder une image publique positive. Il ne peut pas se permettre d'être un monstre au grand jour, parce que ça lui ferait perdre l'amour des masses. Donc il est constamment tiraillé entre d'un côté ses pulsions de violence, et de l'autre, son envie d'être aimé. Et si le perso estime que commettre tel acte va lui coûter l'amour des gens, alors il va prendre sur lui et ne rien faire. Même s'il a parfois très envie de... Sauf que nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas à quel point ces pulsions de violence peuvent être fortes, et à quel point elles peuvent prendre le dessus sur sa lucidité et son désir d'être aimé. Et le seul indice qu'on a sur le déroulement de ce combat intérieur et sur un potentiel craquage, c'est encore une fois le jeu d'Anthony Starr. Donc, comme tous les autres éléments, le besoin d'amour apporte de l'incertitude au personnage. Ok, très bien. Mais alors, pourquoi je dis que c'est l'élément le plus important du personnage ? Tout simplement à cause des enjeux qu'il y a derrière. Le besoin d'amour, c'est la seule chose qui retient Homelander d'utiliser ses pouvoirs de façon déchaînée. Do I need to remind you of the Flight 37 video? Go ahead. Release it. I mean, sure, I'll lose everything, but then I'll have nothing to lose. Donc je résume, on a d'un côté un méchant surpuissant mais qui ne peut pas utiliser ses pouvoirs librement, et de l'autre, on a des héros qui ont des moyens de pression contre le méchant, mais qui ne peuvent pas non plus les utiliser, parce que sinon, la situation est bloquée et ultra tendue. C'est trop intéressant. Et donc, si Homelander fait malgré tout le dérapage de trop, le dérapage qui lui coûte l'amour des gens de façon définitive, alors plus rien ne pourra l'arrêter. Et là, ça sera l'apocalypse. I'll just wipe New York off the fucking map. For fun. En fait, c'est comme s'il y avait en permanence une épée de Damoclès au-dessus du monde entier. Donc vraiment, le fait que ce dérapage puisse arriver dans n'importe quelle scène de Homelander, ça apporte à la série une tension de malade. D'autant plus qu'on sait qu'il finira par déraper. C'est dans l'ADN même du personnage. Because I am the Homelander. And I really can do whatever the fuck I want. Mais d'ailleurs, ce dérapage, est-ce qu'il n'a pas déjà eu lieu ? Ok, jusque-là j'ai dit beaucoup de bien du perso. Maintenant, il est temps d'arriver au mais. Le manque d'évolution du personnage. À la fin de la 3e saison, il se passe ça.
Et à ce moment-là, on pouvait s'attendre à ce que Homelander soit rejeté pour son action, et qu'il perde l'amour des gens. Lui-même, il s'y attendait d'ailleurs. Sauf que c'est l'inverse qui se produit. Ce moment, c'est un super plot twist, et surtout, c'est un point de rupture pour le personnage. Homelander réalise qu'il peut être violent en public, être lui-même, et quand même garder l'amour de ses fans. C'est d'ailleurs le point culminant de tout son développement dans la saison 3. Je vous résume vite fait, au début de la saison, Homelander multiplie les sorties de route. I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better! Mais il réalise que, en fait, elles font augmenter sa cote de popularité. They want me to be myself? Homelander réalise qu'il n'a plus besoin d'incarner le super-héros modèle pour être aimé, et ça lui ouvre tout un univers de possibilités. There's always been so many things I want to do, and now I can do them all, finally. No one can stop me. Nobody. Et ça rend le personnage d'autant plus terrifiant pour les spectateurs, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il va dorénavant s'autoriser à faire. Free at last. Et à la toute fin, cette scène, avec ce violon, ce sourire et ce... Elle veut tout dire. Le conflit interne est résolu. Homelander n'a pas fait disparaître son besoin d'amour, mais il l'a contourné. Ce qui est une résolution à la fois inattendue et satisfaisante. Et le fait que la saison se termine sur cette scène, ça a annoncé un Homelander bien plus libéré pour la suite. Vraiment, le développement du perso dans la saison 3 était excellent et très prometteur. Seulement voilà, il restait encore 2 saisons de The Boys, et les scénaristes ne voulaient probablement pas que Homelander passe si tôt en mode déchaîné, ce qui est compréhensible, donc en quelque sorte, ils font marche arrière. Et dans la saison 4, on retrouve un Homelander qui a toujours peur de perdre l'amour des gens. You still need love. So much love. En fait, il en est exactement au même point qu'au début de la saison 3. Comme si cette scène, et plus largement tout son développement de la saison, n'avait eu aucun impact sur lui. Et son nouvel objectif va être de se séparer de son besoin d'amour. It's time to overcome this need for love, this sickness. Un objectif qu'il avait déjà dans la saison 3 en fait, avec une scène d'introspection quasiment identique. We gotta cut that part of you out like a cancer. Le fond du monologue est exactement le même, il y a juste la forme qui est différente. Et au final, même dans la saison 4, l'arc de développement de Homelander ne donne pas grand chose de satisfaisant. Il y a tout un épisode où Homelander va confronter son passé, et l'épisode en lui-même est super, il n'y a rien à dire. Mais dans les épisodes suivants, il n'y a pas de conséquences, pas d'évolution visible. Au contraire, on dirait que Homelander est exactement le même qu'avant. Il y a juste une toute petite phrase dans le dernier épisode qui montre que Homelander se détache de l'opinion du public à son sujet. The response on socials has been mixed. Rien à foutre. Pour quelque chose d'aussi important pour le personnage, c'est vraiment pas grand chose. Et en plus, tout ce qu'il finit par obtenir à la fin de la saison, bah il y est pour rien. Le perso n'a rien mérité. Il a juste eu de la chance que Butcher soit allé butcheriser Newman. On a connu plus satisfaisant comme évolution. Donc vraiment, Homelander est un antagoniste incroyable, et il amène une tension folle dans chaque scène où il est présent. Mais il souffre malgré tout du même problème que le reste de la série, à savoir, les personnages et l'intrigue ont tendance à tourner en rond. Pour résumer très vite fait, il aura fallu attendre la fin de la saison 4 pour que les choses bougent enfin, après 3 saisons de quasi statu quo. C'était long. Et je suis persuadé que si le grand public a gardé un intérêt aussi fort pour la série, c'est en très grande partie grâce au personnage de Homelander. En à peine quelques années, le personnage est devenu l'un des antagonistes les plus marquants de la pop culture. Et je parie qu'il va continuer à marquer les esprits dans la saison finale. Pas très risqué le pari, j'avoue. Maintenant qu'on a un Homelander dans une position de quasi-pouvoir absolu, le personnage n'a jamais été aussi proche de passer en mode déchaîné. Reste à savoir quel sera le déclencheur. Et quand ça arrivera enfin, eh ben ça risque d'être un spectacle mémorable. Allez, à plus. Pancake da. Delicious. Yeah.